merci de m'accueillir. Pendant 15 minutes, on va parler de la relation client 2.0. Comme Claire l'a annoncé, on va parler un petit peu du cas de Nespresso, mais on va aussi parler un peu des tendances de la relation client d'aujourd'hui. Comme Claire l'a dit aussi, je travaille pour Virtua, je suis directeur commercial, mais j'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Donc c'est vraiment mon expérience dans la mise en place de solutions CRM qui va être discutée aujourd'hui durant ces 15 prochaines minutes. Tout d'abord, les tendances des consommateurs face au service client. Donc on est vraiment dans l'objectif de, pour une entreprise, gérer ses contacts entrants. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils vont également utiliser de plus en plus les canaux qui leur sont mis à disposition et les canaux digitaux en font de plus en plus partie. Les emails, on vient d'en parler, sont l'un des outils les plus souvent utilisés. Facebook et Twitter, de plus en plus, le consommateur va entrer en contact avec la marque via ces outils-là. Et le live chat, quand la marque a décidé de mettre ce genre de principe en place. Il y a aussi un bouleversement des mentalités. Le consommateur, il est de plus en plus habile à maîtriser ces outils. Il va l'utiliser à titre personnel ou à titre professionnel. Et finalement, pour lui, utiliser Facebook pour entrer en contact, ça va être la même démarche qu'envoyer un simple email. De ce fait, les entreprises également communiquent de plus en plus sur ces canaux-là pour promouvoir leurs services. Donc finalement, elles s'exposent elles-mêmes à ce genre de canaux. Et finalement, il naît une sorte d'hyper-exigence de ce consommateur qui, à l'époque, pouvait comprendre qu'une marque ne lui réponde pas quand il pose une question sur Facebook. Mais étant donné que maintenant la marque est présente, ils attendent une réponse rapide, fiable, personnalisée. Et ils sont prêts à quitter la marque. Ça devient un critère de pertinence et de décision. Il ne faut pas oublier les objectifs de la relation client pour une entreprise. Et c'est ce qui est le challenge de toutes les entreprises, c'est de répondre coûte que coûte à son client, de répondre de manière rapide, efficace, adéquate, en utilisant l'outil proposé par le client. Si un client rentre en contact avec nous par mail, il lui faut une réponse par mail. Si c'est par Facebook, il lui faut une réponse sur Facebook. Il faut surtout et avant tout satisfaire son client. Et là, la précision de la réponse est importante. Si on a un problème de SAV, il faut que la réponse traite de la demande de SAV et n'est pas un énième email automatique. Ça a tendance à agacer tout le monde. L'objectif, une fois que l'entreprise a réellement réussi à entretenir et à gérer ses mails entrants, ses contacts, c'est d'exploiter ce contact pour en faire une formidable opportunité commerciale. On a la chance, dans ce cas-là, de faire une discussion 1 à 1 avec son consommateur, et ce qui n'est pas négligeable. Pour parler de l'hyperconnectivité, je voulais aussi d'abord parler de la connectivité au sein d'une entreprise. Toute entreprise, petite soit-elle ou grande soit-elle, ont un système d'information. Ce système d'information peut être très complexe. On peut avoir un SAP, un ERP, donc un CRM, un système de comptabilité, un système de caisse, un système de stock, etc. Cette connectivité existe déjà. Les directeurs des services informatiques ou la personne en charge de ces réseaux-là ont déjà développé des méthodes pour connecter ces données-là qui sont vitales pour l'entreprise. Elles sont présentes sur Internet et de ce fait, sont habitués, surtout quand elles font de la vente en ligne, à faire communiquer leur système d'information avec ce qu'ils ouvrent sur le réseau qu'ils maîtrisent. Maintenant, le consommateur en face, le client roi, a aussi des outils, a son propre système d'information pour entrer en contact avec la marque. Une lettre, même si c'est de moins en moins utilisé, le téléphone, des foires aux questions, des formulaires de contact, etc. Ces outils-là, à la base, ne sont pas forcément maîtrisés en amont par l'entreprise, parce qu'ils font partie de leur propre réseau, et c'est ce qui va complexifier la donne. Surtout quand on va rentrer, avec l'arrivée des réseaux sociaux, dans l'ère de l'interconnectivité. La marque va sortir de son réseau pour aller sur des réseaux sociaux, par exemple, des réseaux qu'elle ne maîtrise pas technologiquement. Et du coup, le consommateur va également, comme on l'a vu, utiliser ces mêmes outils pour pouvoir rentrer en contact avec la marque. Et c'est là où on va avoir une discussion. Le risque, à terme, c'est de rentrer dans l'hyperconnectivité et d'avoir des enjeux complètement différents en termes d'organisation et de e-réputation. Parce que finalement, le consommateur, dans son propre réseau, va pouvoir envoyer des emails, va pouvoir utiliser Facebook, Twitter, pourquoi pas, dans certaines entreprises, les outils Google également, le chat et les mobiles. On parle donc il y en a d'autres, beaucoup d'autres. On parle de consommateur 2.0. Alors, autant l'expression pour le web 2.0, c'est un peu dépassé, mais pour la relation client, c'est encore d'actualité. Il y a beaucoup de choses à faire encore, et on peut encore utiliser ce terme pendant un petit moment. Mais finalement, la grosse contrainte et le gros enjeu, c'est d'arriver à relayer la demande du consommateur jusqu'à l'opérateur en passant les barrières du système d'information.
Ce constat, c'est que le challenge pour l'entreprise, c'est de pouvoir intégrer vraiment toute cette notion multicanal au sein de leur système d'information. 90% des entreprises interrogées savent qu'il faut qu'ils aillent de l'avant par rapport à ça, que c'est vital. Mais il n'y en a que 30% qui y arrivent réellement. Plus d'une entreprise sur deux communique et est active sur les réseaux sociaux, donc s'expose sur ces réseaux ouverts, et 8% d'entre eux seulement réussissent à gérer ces interactions entre leurs consommateurs et leurs opérateurs. Il y a pourtant un tiers des consommateurs qui partent quand ils sont en phase de recrutement sur ces réseaux-là, parce qu'ils vont être sollicités de manière soit maladroite, fragmentée, ou alors de manière automatisée. Et un tiers des entreprises ne capitalisent pas sur le savoir. J'arrête un peu avec les chiffres, c'était juste pour tracer. On va arriver sur des choses un peu plus graphiques. Donc il faut gérer ses contacts, mais déjà il faut savoir en interne à qui s'adressent ces outils. C'est fondamental avant de mettre en place un outil, savoir comment on est structuré dans sa propre entreprise, parce que même s'il n'y a qu'une personne qui fait la relation client, des fois ça peut évoluer, il peut y en avoir plusieurs. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il va y avoir deux grands services qui vont gérer les interactions consommateurs, le service client d'un côté et le marketing et la communication. Pour le consommateur, c'est transparent. Il a une question sur le SAV, sur la vente, il n'a pas à se soucier de savoir qui est derrière. Ce qu'on remarque, c'est que s'il a une question type traditionnel, par un canal traditionnel comme le téléphone, les lettres, le fax, les emails, les FAQ de plus en plus et le live chat, ça va rentrer dans le spectre de compétences, en tout cas générique, d'un service client. La contrainte se pose quand c'est un autre canal qui est utilisé pour la même question. Si c'est sur Twitter, Facebook, là, ça va rentrer souvent, historiquement, dans le service communication et marketing. Forcément, si le consommateur fait une demande via Facebook, il va encore avoir le réflexe de la faire par mail parce qu'il va se douter que la marque ne va pas lui répondre. Et si on suit les deux processus, il risque d'avoir deux réponses, parfois différentes, et ça pose vraiment un problème. L'objectif, c'est donc, et ça c'est un élément de réponse, de scinder l'ensemble des demandes autour d'une unique entité, un service client, tenter d'avoir un sous-service marketing, mais qui soit l'unique point de contact pour garantir que la tonalité est bonne, que le message est correct, etc. etc. J'ai beaucoup parlé d'outils, il en existe beaucoup. Il y a deux grandes familles d'outils. Il y a les outils intégrés et les outils spécifiques. Je rentre pas pour l'instant en matière sur les open source, les outils licenciés, mais globalement, ces deux grandes familles ont des avantages et des inconvénients. L'avantage d'un outil intégré, c'est qu'ils sont souvent connus des directions des services informatiques. Si on parle par exemple de CRM comme Microsoft Dynamics et si on a déjà un système informatique basé sur Microsoft, l'intégration de cet outil va être simplifiée. La maintenance, la formation, le support va être aussi un élément important et un élément assez positif. L'intégration des données aussi, puisque finalement, ces outils entre eux, comme c'est des monstres, comme Oracle, SAP, vont facilement connecter. Ces éditeurs ont déjà anticipé ça. L'inconvénient sont les coûts d'implémentation. Ça prend beaucoup de temps en interne pour pouvoir déployer ce genre de solution. Les délais de mise en œuvre aussi, puisque comme c'est des outils transversaux qui se mettent dans la même couche que le système d'information existante, on doit faire appel à différents départements et souvent le temps pour mettre en place un outil générique et intégré peut prendre beaucoup de temps. Il y a des limitations fonctionnelles. Un outil qui fait tout peut pas forcément prétendre faire tout bien, mais en tout cas il fait tout. Et il y a un peu l'effet aussi, un peu usine à gaz d'un outil qui fait tout sauf le café. Le café, on en parle juste après. Les outils spécifiques comme Kaleo, Hotsuite, il en existe plein, ont leur avantage. Ils sont rapides à déployer, souvent ils sont en mode SaaS, donc hébergés par l'éditeur, donc à faible coût. L'entreprise peut tenter de tester l'expérience avec ces outils-là. Les coûts sont raisonnables et les fonctionnalités sont pointues et métiers. L'inconvénient, c'est qu'ils vont alourdir l'univers du système d'information existant, puisque c'est des nouveaux outils qui apparaissent. La mise en place de synchronisation doit être faite spécifiquement. On n'est pas obligé de synchroniser tous les outils, mais à la base, finalement, c'est quand même l'objectif final. Le jeunisme aussi de certaines solutions peuvent inquiéter forcément. Des solutions par exemple comme Radian6, qui sont des solutions pour gérer son e-réputation et sa communauté en ligne, c'est fait racheter par Salesforce. Si on vient d'implémenter Microsoft CRM Dynamics dans son système d'information, on est un peu embêté. Il existe aussi beaucoup de solutions, ce qui peut complexifier aussi le choix. Donc on vient de voir qu'il y avait le besoin de définir à qui s'adressait l'outil, qu'il y avait des familles d'outils et qu'en fonction de ces objectifs, on pouvait choisir tel ou tel outil. Nous, on a fait l'expérience de mettre des middle back-office, des back-office intermédiaires qui viennent se positionner entre le système d'information
et le réseau du consommateur. Et ces middle back-office sont spécialisés, en l'occurrence, dans notre cas précis, ils seraient spécialisés autour de la relation client. Ils géreraient des FAQ, les téléphones, le e-commerce. Pourquoi? Parce que si typiquement un opérateur reçoit un ticket, finalement un contact d'un client, ça pourrait être très intéressant qu'il voie la commande qu'il a en cours et pourquoi pas directement agir sur cette commande pour pouvoir l'annuler, la recréditer ou rajouter des produits. Ils peuvent aussi gérer tout ce qui est réputation. Si l'outil de base ne le fait pas, on peut très bien en connecter d'autres et du coup ne pas impacter son système d'information. Justement, cette notion de middle back office, c'est typiquement ce qu'a fait Nespresso depuis 10 ans. Et justement, c'est ce que je vais vous parler ces prochaines minutes. Alors, on leur a mis en place le système de gestion des mails entrants depuis 2002. Donc, l'outil de base gérait les mails entrants et était connecté au système de téléphone sous Avaya. Ensuite, on leur a intégré les systèmes de scan de lettres et de l'injection des fax. Comme ça, ils vont pouvoir capitaliser également sur les consommateurs qui leur envoient du papier. Ça existe encore. Les FAQ self-service sont venus nourrir un peu le système logiciel et il a eu comme avantage de diminuer drastiquement le nombre d'emails entrants, des emails qui étaient souvent pas forcément des emails très pointus, mais des petits emails ou des questions qui étaient simples à répondre, où est-ce que je dois me connecter, j'ai perdu mon mot de passe, etc. Et du coup, ça a permis de diminuer vraiment le nombre d'emails entrants. En 2012, on va leur lancer le module de live chat où les opérateurs pourront répondre à un client, à un consommateur durant son acte d'achat ou s'il a besoin d'avoir des questions sur son service client. En parallèle, comme j'en ai parlé, ils sont encore en mode cylindrique où le community management, la gestion des commentaires Facebook, Twitter sont gérés par le département marketing et communication. Finalement, c'est un peu le superlatif de la relation client. Nespresso, ils sont présents, on leur a implémenté le produit sur 49 marchés, ils sont présents sur 91 pays, en 23 langues. Le service permet de traiter un peu moins d'1,5 million de requêtes digitales hors téléphone et Facebook. 80% des demandes sont traitées en moins de 24 heures. Les opérateurs traitent le mail, le téléphone et le chat. Et donc, du coup, ont le même outil pour pouvoir être capables de répondre en fonction des canaux. L'avantage aussi, c'est que chacune des requêtes va être qualifiée sur une grille d'indicateurs, ils en ont 165, comme par exemple la satisfaction client, des nouveaux produits, des délais de livraison, des réclamations clients. Du coup, sur presque 1,5 million de requêtes par année, chaque requête est qualifiée à un indicateur. Je vous laisse imaginer la qualité de la base de données qu'ils ont par rapport aux tendances de leurs consommateurs. Ça, étendu sur une dizaine d'années, ils ont 10 ans de statistiques très précises sur la qualité de leur service. Ils ont été élus d'ailleurs meilleur service client en 2012, un award français qu'ils ont depuis 4 ans. Maintenant, il y a encore des évolutions. On ne s'arrête pas là. Il y a toujours des idées. On a parlé justement de ce rapprochement du service marketing qui gérait tout ce qui était Facebook, Twitter. Eux aussi se posent la question, est-ce que le customer service doit gérer les messages sur Facebook? Donc ça, c'est les discussions qu'on a à l'heure actuelle. L'interconnexion aussi avec des solutions d'emailing, Emailvision, Neolan, qui permet d'envoyer des emails de masse. En pouvant récupérer les données des consommateurs, on serait capable de pouvoir mieux segmenter le message. Et si un client a été insatisfait, pourquoi pas lui envoyer un email avec un code promotionnel. Et puis, renforcement de l'interconnexion avec les systèmes d'information déjà en place. Les systèmes d'information évoluent. On est déjà bien intégré avec leurs solutions, mais il faut toujours se remettre en question par rapport à ça. Je vous remercie. J'ai une question. Alors, est-ce qu'il y a une recette magique pour pouvoir conclure? Je ne sais pas s'il en existe une, mais en tout cas, il y a des pistes. Déjà, il ne faut pas hésiter à essayer des solutions. Certaines solutions permettent de tester les processus en interne, voir si on est apte à gérer cette relation client. Ils ne sont pas forcément très coûteux et ça permet de définir des processus, savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ces contacts. Une fois qu'on a testé ces produits, on est capable de mettre en place un processus, une bonne recette, et après on va pouvoir appliquer cette recette. Le middle back office, en tout cas dans notre expérience, dans mon expérience, ça a été une bonne alternative, ça a été performant pour les clients et ça a été assez vite rentabilisé. De toute manière, une approche cross-canal pour les entreprises permet à court terme d'entretenir une relation durable et profitable avec leurs clients. Merci.